Moi et l'international, c'est une longue histoire d'amour, si je puis dire. C'est une ouverture d'esprit, c'est une flexibilité. Ça vous donne de l'expérience qui pourra être tout à fait réutilisée par la suite si vous souhaitez revenir en France. Des interactions qui vont être différentes, riches et qui vont nous permettre après être appliquées dans le monde du travail sur la manière de manager des équipes, sur comment travailler ensemble en tenant compte des cultures des uns et des autres. Je travaille beaucoup sur la question du marketing personnel pour aider les jeunes à trouver du travail dans un contexte globalisé. Tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est simplement un récapitulatif de toutes les informations que moi je suis allé chercher un peu partout. Et en plus de ça, il y a des témoignages, donc des gens qui l'ont vécu. Beaucoup d'affluence, beaucoup de monde, public présent, des questions. Ce travail qui est fait aujourd'hui et au-delà d'aujourd'hui dans votre université me paraît essentiel. Ce genre de journée suscite l'intérêt vraiment des jeunes par rapport à l'international, donc ça fait plaisir à voir. Donc pour moi, cette journée, elle est fondamentale. Cette journée, elle est extrêmement utile et puis vraiment, il faut y aller, quoi. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissiez cet événement, l'International, un passeport pour l'emploi, qui, je le rappelle, est une journée organisée par l'ensemble des composantes de l'Université Jean Moulin Lyon 3. Je vais laisser la parole à Romain. Romain Rebourg, donc vous êtes ingénieur d'affaires dans une société qui s'appelle Extia. Vous êtes diplômé du master management international avec le parcours perspective européenne et votre diplomation est assez récente puisque c'est 2014. Exactement, c'est bien résumé. Alors je vais peut-être du coup vous présenter un peu mon parcours, ce que j'ai pu faire. Je pense que certains se reconnaîtront aussi. Donc j'ai un parcours qui est plutôt commun. J'ai commencé avec un bac ES et puis j'ai voulu partir sur un aspect un peu commercial. Donc j'ai fait un DUT technique de commercialisation à l'université de Valence. Au bout de ces 2 ans, j'avais envie d'aller à l'international. Comme à l'IAE, on peut avoir l'opportunité de partir en Erasmus. Donc du coup, j'ai choisi la République tchèque. Je suis allé un petit peu dans un coin perdu qui s'appelle Brno. Je ne sais pas si quelqu'un connaît, mais en tout cas, voilà, c'est la deuxième ville de République tchèque, où donc j'ai fait un parcours, un bachelor en économie internationale. J'ai eu le temps du coup de pouvoir beaucoup voyager, de rencontrer d'autres cultures, et c'est ce qui a développé en fait mon attrait pour l'international. Et puis du coup, j'ai choisi mon parcours universitaire. Par la suite, donc, quand je suis rentré, j'ai fait un Master 1 Management International dans une école privée en alternance, où donc, du coup, je suis rentré dans l'entreprise Siemens. Je pense que beaucoup connaissent. Alors, moi, j'étais plus sur la partie technologie des bâtiments, donc tout ce qui rend les bâtiments en fait, intelligents. J'étais business developer, donc affilié vraiment à la direction où je menais des études de marché pour la France, la région Rhône-Alpes, mais aussi l'international. Donc beaucoup d'évolution de produits, des contacts divers et variés avec des acteurs locaux. On peut dire que c'est un peu du lobbying aussi. Donc voilà, beaucoup d'échanges, beaucoup d'études. Et il y avait quelque chose qui me manquait un petit peu. C'était continuer toujours en international et puis continuer à développer un peu mes talents commerciaux. Donc j'ai décidé de partir en Master 2 Management International avec perspective européenne, toujours en alternance, toujours chez Siemens. Donc là, j'ai évolué sur un poste un petit peu plus, on va dire, à une plus grande échelle. Donc j'étais responsable du business développement de toute la partie centre-est France, donc qui va de l'Alsace jusqu'à PACA. Où là, voilà, j'avais le même poste qu'avant, mais avec un rayon un peu plus étendu. Quand j'ai pu finir mon master 2, d'ailleurs qui a été très enrichissant sur tout ce qui est particularité transport, je pense, mais aussi sur négociation, sur toutes les particularités culturelles. D'ailleurs, j'ai fait mon mémoire sur les divergences culturelles qu'on peut avoir par rapport à un produit lancé sur un autre marché. Du coup, j'ai voulu aller de ce côté-là. Je me suis posé beaucoup de questions. Quand on finit un Master 2, on a fait un petit peu d'international, mais on ne sait pas comment trop aborder la chose. Est-ce qu'on doit partir en VIE? Est-ce qu'on doit rester en France pour bosser à l'international? C'est des questions que j'ai eu envie d'avoir certaines réponses. Donc je me suis rapproché
de mon réseau et donc du coup du service emploi carrière alternance. Donc avec Lucie Rich, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et je me suis dit, pourquoi partir tout de suite? J'ai besoin de développer certains aspects de ma personnalité professionnelle. Au niveau commercial, j'avais besoin de toucher le monde du commerce, vraiment d'interagir avec, en tant que client, fournisseur, etc., pour pouvoir vraiment me dire, je suis fait pour ce métier, et là, je peux continuer ma carrière sur un côté plus international. J'étais attiré par tout ce qui est technologique aussi, comme j'ai pu voir chez Siemens, donc c'était un côté qui était toujours important. Je me suis du coup rapproché du domaine du conseil en ingénierie. C'est un domaine qui n'est pas forcément très connu, qu'on n'aborde pas forcément en études. Je vais vous expliquer un peu en 2 mots. Le conseil en ingénierie, c'est une problématique de projet déterminé. Ça peut être du recherche et développement dans une entreprise, d'adapter un cycle de production, ou, voilà, pallier à un problème et rajouter des compétences sur ces problèmes-là pour pouvoir avoir une valeur ajoutée et passer au-dessus de ce problème-là. C'est du conseil. Ça peut être donc sur un projet déterminé ou alors un pic de production, par exemple. Et ça se fait beaucoup à l'international aussi. C'est un métier qui est plutôt jeune, qui s'est développé, on va dire, dans les années 90, par là. Et aujourd'hui, donc, il y a beaucoup d'acteurs qui sont très connus. On peut parler d'Altran, d'Alten, de AK. Je pense que ça peut vous parler. Par rapport à ça, donc, je suis rentré dans l'entreprise Extia en tant qu'ingénieur d'affaires. Plus précisément, ingénieur d'affaires, c'est quoi? Le terme est un peu général, donc je vais préciser. On a 3 casquettes. Une casquette commerciale, où là, on va aller démarcher des clients, recenser des besoins dans les entreprises, des besoins technologiques où ils ont besoin d'une compétence. Deuxième casquette, c'est du ressources humaines. Moi-même, je fais passer 3 entretiens par jour à des jeunes diplômés sur des compétences spécifiques. Ça peut être du web, ça peut être des méthodes dans la production, ça peut être vraiment très divers. Et le 3e volet, donc, c'est le management. À partir du moment où j'ai déterminé un consultant qui est susceptible de commencer chez un client, le contrat se fait, le consultant va chez le client, commence sa mission, et puis moi j'ai une partie du coup management, c'est ma 3e casquette, où là plus j'ai de consultants, plus je manage une équipe, et c'est vraiment un rapport de partenariat, mais aussi c'est moi qui est responsable du travail du consultant. Par rapport à ça, Extia avait une problématique, c'est qu'ils voulaient ouvrir une nouvelle agence en Suisse. Donc moi, je suis arrivé avec mon Master 2 Management International, et du coup, on a pu échanger ensemble, et on s'est dit, le but, c'est que je commence à faire mes preuves pendant 1 an, voire 2 ans, et puis que je sois responsable de l'ouverture de l'agence de Suisse. Voilà un petit peu ce que je fais tous les jours. Je voulais préciser aussi que aujourd'hui, ce que j'utilise le plus pour pouvoir donner un dynamisme à cet aspect commercial, c'est mon réseau. On vous en parle beaucoup et on le fait peu. Le réseau, c'est le plus important. Comme je vous ai dit, j'ai travaillé chez Siemens avant. Aujourd'hui, mon premier client, c'est Siemens. Mon réseau, c'est tout. C'est vraiment comme ça que je vais pouvoir progresser personnellement en connaissant des entreprises où j'avais des amis qui travaillaient, ou etc. Et m'épauler des meilleures personnes compétentes. Donc, je vous invite vraiment à dynamiser votre réseau. D'ailleurs, moi, j'utilise beaucoup LinkedIn, par exemple, pour mettre en contact avec des anciens qui venaient de l'IAE. Et puis, pouvoir discuter, pouvoir connaître les entreprises et pouvoir aider ces entreprises grâce à des consultants, à du conseil en ingénierie. Je vais finir juste par une petite annonce aussi. On recherche beaucoup de stagiaires, 50 stagiaires à peu près, dans notre entreprise. Soit à Paris, soit à Lyon, soit en région PACA, soit en Belgique aussi, et bientôt en Suisse, forcément. Donc sur des fonctions support, sur du marketing, et on recherche beaucoup d'ingénieurs d'affaires aussi. Moi-même, je suis en recherche d'un VIE, d'une personne qui va m'aider sur la Suisse, qui va partir en VIE, en tant qu'ingénieur d'affaires.
Voilà, à bon entendeur. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On pourra discuter après. En tout cas, voilà, on va discuter aussi avec vos questions que vous aurez là. Et puis, voilà, je vous invite à aussi regarder le site internet d'Extia, voir si ça peut vous plaire. Et puis, voilà, on peut être en relation par la suite. Merci bien. Merci infiniment, Romain. Alors, on va laisser la parole à Mélanie. Alors, Mélanie Bidot, vous êtes business developer chez... Oui, chargée de développement. IARTSUP, qui est une IARTSUP. école de graphisme, donc à côté. Voilà. Comme je disais, moi, j'ai fait toute ma scolarité, en tout cas post-bac, à l'IAE. Donc, j'ai un parcours assez divergent. Donc, j'ai commencé par une double majeure LEA-AES. Donc voilà, les langues, le côté international, je l'ai su très vite que ça allait faire partie de mon cursus et même après de ma vie professionnelle. De là, j'ai bifurqué sur une licence sciences de gestion. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui sont... D'accord. Voilà, donc c'est l'enseignement IUP. Donc c'est une licence qui a un aspect très professionnalisant puisque vous avez des stages obligatoires de langue. J'ai pu apprendre l'italien grâce à cette licence, donc faire initiation italien, alors que j'avais fait 7 à 8 ans d'espagnol avant. Voilà, une licence qui est très très complète, peut-être un petit peu plus poussée gestion que d'autres, et qui assurait par la suite une place en master pour sûr, même si la plupart du temps, quand on est interne à l'IAE, on a forcément plus de chances de continuer en master là-bas. Et surtout, donc voilà, cette possibilité de partir à l'étranger et de commencer les stages à partir d'un bac plus 2. Donc j'ai commencé mon premier stage en tant qu'assistante commerciale. Donc 2 mois, un stage assez rapide, mais qui m'a permis de voir que déjà il y avait un aspect commercial et un petit peu développement et communication qui me plaisait. Donc j'ai fait mes 2 ans, j'ai fait bac plus 2 et ma dernière année de licence, j'ai voulu partir à l'étranger. Voilà, déjà tout simplement pour bouger de Lyon et puis la licence en 3e année est assez complexe aussi, donc je vous avoue que quand on part, ça change, on découvre tellement de choses. Et donc je suis partie à Saint-Louis dans le Missouri. Voilà, pas la magnifique destination. petit port de pêche sans mer. Voilà, vous avez entendu parler sûrement aussi des émeutes. Ferguson, c'est juste à côté, pour vous situer. Non, c'était un campus assez grand et voilà, ça reste les États-Unis. Du moment que vous partez là-bas, c'est une expérience qui est tout simplement exceptionnelle. Les cours sont totalement différents, on a une façon d'apprendre qui est totalement différente, un peu plus pragmatique, et voilà, ça reste très très enrichissant. Donc j'ai fait des cours qui étaient divers et variés, j'ai pu commencer le marketing un peu plus poussé, du management un peu plus poussé aussi, de la psychologie d'entreprise qu'on n'a pas forcément tout de suite en France. Et donc de là, je suis revenue après, donc obtenu la licence, et donc forcément, suite logique des choses, continuer sur un master en management international. J'ai fait le choix de la filière EBR, donc je ne sais pas s'il y a des EBR ici, non. Donc c'est la filière European Business Realities, qui est complètement en anglais, où il y a beaucoup d'Erasmus du coup. Donc voilà, je voulais poursuivre avec cette dynamique internationale et anglaise, tout simplement. Donc j'ai fait les 2 ans en EBR, forcément stage aussi en bac plus 4. Donc je vous avoue que ça a été un petit peu la galère quand même à trouver. Mais voilà, faut pas lâcher. Et je rejoins Romain là-dessus, le réseau. Voilà, j'avais rencontré des Indiens en fait, des personnes d'origine indienne aux États-Unis, dont un très bon ami. Je me suis fait un très bon ami. Et grâce à lui, j'ai pu avoir un stage en Inde en fait, dans une agence de pub. Donc voilà, réseau, piston, ce que vous voulez, mais bon, c'est du réseau. Sa cousine avait fait un stage là-bas, ils ont eu mon CV et ça a marché. Donc je suis partie 4 mois dans le sud de Delhi, 3 mois en agence de pub. Donc voilà, découvrir le fonctionnement d'une agence, faire un petit peu de partie commerciale, découvrir donc une culture qui est absolument formidable. C'était vraiment magique. Voilà, et donc on a dû faire même un petit mémoire. Donc j'ai parlé de la culture, de l'image de la femme au travers de la publicité. Et je vous avoue que j'ai voyagé après pendant un bon mois là-bas. Forcément, quand partez en échange, rentrez pas tout de suite en France, profitez, voyagez. C'est le but aussi. Et c'est une ouverture d'esprit et ça vous permet aussi de vous débrouiller. Et ça, vous apprenez tellement et vous gagnez en maturité. C'est des expériences qu'il ne faut pas lâcher.
Donc je suis rentrée après à Lyon pour finir ma dernière année de master, toujours en EBR. Donc, et de là, on a un stage de 6 mois à faire. Et donc, je suis repartie en Australie cette fois. Donc voilà, l'autre bout du monde. Là, j'ai fait un stage. J'avais le choix entre un stage aux États-Unis dans une chambre de commerce. Et en fait, ce stage en Australie était pour une boîte qui était à moitié not for profit, en fait. Donc, je voulais changer un petit peu. J'ai jamais fait mes stages dans des grandes entreprises. Voilà, je pense que c'est une affinité qu'on a aussi. Certains sont à l'aise pour travailler dans de grandes multinationales. D'autres travaillent tout le temps dans des petites entreprises, moyennes entreprises. Ça, voilà, c'est à vous de définir ce que vous souhaitez. De toute façon, la formation, c'est vous qui vous la faites et votre cursus après aussi. Donc voilà, 6 mois en Australie. Là, c'était un stage qui était très complet puisque c'était une petite boîte et du coup, vraiment touche à tout. Donc j'ai fait un volet très commercial, un volet un peu plus administratif, un volet communication. J'ai même été community manager, Facebook, etc. Donc voilà, très varié. Une fois de plus, je suis restée là-bas. Forcément, on profite aussi. Donc je suis encore restée 5 mois là-bas, histoire de prendre un petit peu de recul sur mes études aussi. Et puis, je suis rentrée et là... Retour à la réalité. On revient à Lyon, on revient chez papa-maman. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, ça m'a pris un petit moment aussi pour me retrouver, pour faire le point. Vous verrez, c'est une petite phase. Voilà, peut-être que si vous êtes en stage et que vous faites embaucher par la suite, ça vous arrivera pas. Mais c'est pas à tout le monde que ça arrive. Et faut surtout pas lâcher l'affaire. Faut pas. Voilà, c'est normal. C'est normal. Dans toutes les formations, il y a un petit moment, il faut aussi que vous retrouviez vous et que vous trouviez un travail qui vous plaise, qui soit en adéquation avec votre éthique, avec tout. Donc voilà, ça m'a pris quelques mois. J'ai rencontré Lucie. Très belle rencontre. Si par la suite vous avez besoin, faut pas hésiter. Enfin, on a vraiment la chance à l'IAE d'avoir des gens exceptionnels et même des profs qui vous suivent ou qui vous suivront. Donc voilà, laissez pas ça de côté. Et donc ça m'a pris quelques mois pour savoir un petit peu ce que je voulais faire. Est-ce que je veux me faire charger de com? Non, c'est trop com, c'est trop spé. Je maîtrisais pas forcément la PAO non plus. Commercial non. Après il y a que du marketing non plus. J'ai besoin d'être sur le terrain. Donc une fois de plus, faites une introspective de ce que vous êtes, ce que vous voulez faire et voir tous les aspects. Et du coup, je suis allée à Pôle emploi, parce que tout le monde doit passer par la caisse Pôle emploi, et là j'ai rencontré une minette qui était super. Et on a regardé les annonces, et en fait je suis tombée sur cette annonce-là. Donc Yartup est une école de graphisme, création numérique, et cherchait un chargé de développement et responsable des émissions. Donc là on regarde le descriptif de la mission, de la prospection, de l'événementiel, de la communication, voilà, un aspect commercial, événementiel, un petit peu de développement, un petit peu de stratégie, un petit peu de tout. Et en plus, dans un domaine donc de l'art appliqué, art graphique, quelque chose qui me plaît. Une fois de plus, regardez aussi les industries, les environnements, c'est vraiment important. Et donc voilà, j'ai postulé, j'ai eu un entretien. Je vous avoue que sur le coup, on ne sait pas trop. On se dit, oui, bon. Et puis, en fait, surtout de rester à Lyon. C'était là la grande question. On se dit, pareil que Romain, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste en France? Enfin, j'ai pas envie de m'enterrer ici, etc. Bon, non, c'est pas une question de s'enterrer. Il y en a qui arrivent à avoir des VIE tout de suite, il y en a qui arrivent à repartir. C'est pas tout le monde, même les VIE. C'est des missions qui demandent quand même souvent beaucoup d'autonomie, beaucoup de responsabilité. Et même en ayant fait certains stages, c'est normal de ne pas avoir encore les épaules pour ça. Donc voilà, 1 an ou 2 ou 3 ans en France, c'est loin d'être dramatique, au contraire. Donc j'ai accepté le travail et j'en suis tout simplement ravie. Pour le moment, c'est régional, je bouge quand même pas mal. Donc pareil, je monte jusque en Saône-et-Loire, en Alsace, etc. Pareil, je descends jusqu'à Nîmes. Mais voilà, pour le moment, la mission est parfaite. Faites-vous les dents sur des missions que vous voulez ou sur des entreprises qui peuvent ensuite vous envoyer à l'international. Mais voilà, à Lyon, on a la chance d'avoir une ville qui est superbe, qui est dynamique, où il y a des emplois. Donc profitez-en. Et surtout, profitez aussi de l'IAE. Vous avez une formation, vous avez une chance qui est superbe. Là, je travaille pour une école privée, donc je vous avoue que ça me fait un petit peu bizarre. Mais c'est des domaines de compétences qui sont complètement différents, donc c'est pas comparable. Mais on a vraiment une chance d'ici, c'est il y a une multiculturalité, il y a un aspect très humain à l'IAE qu'il ne faut pas négliger. Donc voilà. Pareil, je répondrai à vos questions à la fin, si vous en avez. Merci. Alors Leslie, je vais reprendre ma fiche parce qu'on ne se connaît pas très bien.
Donc, Leslie, du coup, vous travaillez chez 1839, donc, qui est une société qui est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises à l'export. Et vous êtes diplômée du programme commerce extérieur, promotion 2010. Exact. Voilà. Ça commence à faire vieux, un petit peu. Quand même, quel panel et quelle construction et quelle préparation, mine de rien, moi pas du tout. Beaucoup plus archétype étudiante universitaire. Donc après le rêve avorté d'être chirurgien et mon bac S, je vais à la fac. Je rentre en économie suite aux différentes préparations sur son avenir quand on est en terminale. Je décide de faire de l'économie dans l'idée de faire de la finance spécifiquement. Donc je fais mes 2 années d'économie-gestion, je rentre à l'IUP parce que c'est un institut professionnalisant, parce qu'il y a déjà quelque chose d'un petit peu plus élitiste, donc on se donne les moyens d'eux. En IUP, je pars en Italie parce qu'il faut découvrir des cultures. Je pars en Italie surtout pour valoriser mon parcours, pas particulièrement pour découvrir d'autres gens. Je pars à Turin. Rien non plus d'extraordinaire. J'étais déjà en couple, donc je ne pouvais pas partir très loin non plus. Et je me souviens, pour la petite parenthèse, de Catherine Mercier-Suissa, que j'ai eue en master, et puis que j'avais eue aussi en licence, qui nous disait à l'époque, partez avant d'avoir des contraintes. Et les contraintes arrivent bien plus tôt qu'on ne le pense. Et ça m'est resté, et c'est vrai, il faut le faire. La preuve, je ne suis pas repartie en master 2. Donc, je suis partie à Turin, j'ai eu ma licence, j'ai continué dans la foulée, ayant fait une année à l'étranger, évidemment, je me suis spécialisée du coup sur la partie internationale. J'avais 2 choix, la partie finance et internationale. Finalement, j'ai validé l'aspect international, management, et puis spécialisation commerce extérieur en M2. Pendant tout ce temps-là, je n'ai pas particulièrement valorisé mon parcours en stage, ce que je vous déconseille fortement. Alors, il n'y a pas particulièrement de choses graves à ça. L'important, c'est de savoir rebondir. On en reparlera après. Capacité étudiante universitaire, être chat. Et puis, le monde du travail arrive. Et donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, étant très attachée à la fac, je décide de faire une thèse que je valide et je ne suis pas financée, donc il faut bien aller dans le monde du travail. Donc vous voyez déjà, j'ai un profil un petit peu réfractaire à tout ça. Et puis, je rencontre par hasard, par le réseau, donc je vous rejoins sur l'histoire du réseau, un homme fou mais brillant, ex-numéro 2 Siemens France, justement, qui, à la suite, comme beaucoup de ces gros postes, à la suite de son départ, décide de se mettre en freelance et monte une société donc, de conseil à l'export. Donc l'idéal pour moi, parce qu'italien, je parle italien, on valorise l'italien, chose assez étrange, mais finalement, ça tombe juste. Quelqu'un qui, je l'avais compris, pouvait m'apporter beaucoup et surtout me faire récupérer le retard que je n'avais pas valorisé dans mes années précédentes, puisque côté stage, je n'avais pas particulièrement optimisé tout ça. Et donc, ça fait 3 ans que je suis là-bas. Donc, c'est une société de conseil à l'export. Donc, qu'est-ce qu'on entend par conseil à l'export et chef de projet export? Un peu mot valise. On accompagne les entreprises, TPE, PME, voire grosses PME qui ont des besoins de s'organiser, de se redéployer à l'export ou parce qu'elles sont primo-exportatrices, de se développer tout simplement à l'export. Et là, on est à l'impréparation. Donc, du coup, pas particulièrement de voyage. On peut le faire au travers des clients, mais finalement, c'est assez rare. On est à la préparation et j'insiste sur ce point parce que dans chaque chose qu'il faut faire, il faut se préparer. L'export est un luxe. Et on n'est pas toujours prêt pour y aller. Donc voilà, c'est un petit peu les prestations que l'on propose, que ce soit financièrement, managérialement, en termes de qualité, de vente, quelle qu'elle soit. Donc on accompagne l'entreprise en interne et au travers d'un champ partenarial qu'on a développé sur les aspects financiers, propriété industrielle, etc. Donc voilà, assez court finalement, on y arrive. Un joli parcours. Merci beaucoup Leslie. Alors, Michael, vous êtes diplômé du parcours commerce extérieur, du programme commerce extérieur, donc comme Leslie, promotion 2012 pour vous. Et vous avez eu un parcours chez GL Events dont vous allez nous parler et vous avez opté pour l'entrepreneuriat.
C'est tout à fait ça. Alors, bonjour à tous déjà. Alors, on va reprendre un peu depuis le début, assez brièvement quand même. Une fois que j'ai eu mon bac, même avant d'avoir mon bac, comme beaucoup de gens, je ne savais pas quoi faire. Je savais ce que je ne voulais pas faire, c'est-à-dire travailler. Voilà. Une fois qu'on a son bac, on a envie quand même de se la couler douce un petit peu. Voilà, donc pas de prépa, pas d'école compliquée, tout ça. Je savais que je voulais ni faire de médecine ni faire de droit, comme la plupart des gens qui ne savent pas quoi faire, ils finissent en droit. Ça ne m'intéressait pas du tout, je trouve ça très chiant. Je me suis dit, bah voilà, l'économie c'est sympa, malgré mon bac S, je me suis dit, bah je vais aller à la fac, en fac d'économie, donc Lyon 3, économie-gestion, parfait. Donc après avoir brillamment raté ma première année par manque de travail et par trop de soirées successives à droite à gauche, je me suis dit, bon, il faut quand même que je travaille un petit peu, donc je me suis mis au travail, j'ai finalement eu ma licence. Voilà, c'est déjà pas mal. Et petit à petit, au fur et à mesure des années de licence et des matières et des expériences personnelles également, il arrive à un moment où on se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et c'est venu comme ça, je me suis dit, voilà, j'aimerais bien travailler dans l'événementiel. Bon, après, je me suis dit, bon, j'ai une licence en économie-gestion, travailler dans l'événementiel, pourquoi pas? Je me suis dit, bon, je vais quand même poursuivre on va dire par fainéantise de chercher autre chose. Je me suis dit, je vais rester en Master 1 dans cette belle université. Donc la suite logique, c'était le Master Management International, qui était le master le plus large, qui offrait le plus de palettes. Donc je me suis dit, je vais y aller. J'ai profité des 4 mois de vacances, parce que c'est vrai que quand on est étudiant, on a 4 mois de vacances, profitez-en. Pour faire des stages. Donc pendant les 4 mois, j'ai fait 2 stages. J'ai fait 2 mois à Radioscoop, voilà, pour l'aspect média, et j'ai fait 2 mois à G11 par le réseau. Voilà. Encore une fois, le réseau, ça fait tout. J'ai juste fait 2 mois, histoire de mettre un pied dedans, voir comment c'était, voir si c'était vraiment ça ce qui me plaisait, voir si je voulais aller plus loin. Donc je fais ça à G11 sur un tout petit salon qui n'existe plus. Je n'y suis pour rien. Alors, salon des services à la personne, donc les salons voilà, pour les services pour les petits vieux. Donc ça n'a pas du tout marché, mais au moins j'avais eu ma première expérience, j'avais un pied dans l'entreprise, et quand j'ai dû chercher un stage de Master 1, je me suis dit, eh ben, poursuivons à G11, et j'avais terminé mon stage de 2 mois par une semaine sur le salon de la piscine, qui est un salon professionnel et leader mondial de la piscine, avec 60% des gens qui sont internationaux, des exposants qui sont internationaux. Donc je me dis, il y a une certaine logique, je vais y aller. Donc j'ai postulé, étant donné que j'avais plus ou moins fait du bon travail pendant mon stage de 2 mois l'été. La directrice m'a dit, bah, très bien, je te prends pour ton stage de 6 mois. J'ai donc pu apprendre certaines facettes du métier de l'événementiel, valoriser mes acquis de la fac, le côté international, en travaillant quasi exclusivement avec pour ma part en tout cas, des exposants internationaux. Ça m'a permis de pratiquer mes langues et de développer aussi mon côté commercial, parce que j'étais là pour vendre des stands très chers, voilà, et de vendre des prestations annexes très chères également. Sinon, c'est pas drôle. Fin du Master 1, donc suite logique, Master 2, commerce extérieur, enfin suite logique pour moi en tout cas, pour rester dans un spectre toujours aussi large. Et là je me suis dit, bon voilà, j'ai mes expériences, je suis quand même dans un Master international, je vais chercher un stage à l'étranger. Je commence à chercher un stage à l'étranger, avec pour une fois un peu de bonne volonté. Et là, G11 me rappelle en me disant, donc un directeur de concours qui me dit, voilà, je cherche quelqu'un en urgence pour organiser un concours de cuisine qui est le Bocuse d'Or. Donc là, je dis, ah, concours de cuisine, sympathique quand même. Et donc sur le CIRA, je ne sais pas si vous connaissez, qui est quand même le salon leader mondial de l'hôtellerie, la gastronomie, l'alimentation. Donc je me dis, c'est dommage de ne pas partir à l'étranger, certes, parce que c'est vrai que ça aurait pu apporter, comme ça a pu apporter à certains de mes camarades ici, mais je me suis dit que c'est une opportunité à ne pas lâcher, parce que c'était un autre aspect de l'événementiel. On n'organise plus un salon, même si ça fait partie d'un salon. Moi, j'organisais vraiment le concours en soi,
des meilleurs chefs du monde, des meilleurs jeunes chefs du monde en tout cas, qui participaient sur un concours. Si vous avez l'occasion d'y aller, bon, c'est professionnel, mais on peut toujours gruger pour avoir des invitations quand même. C'est assez hallucinant de voir des mecs qui font ça pendant 7 mois. Ils s'entraînent exclusivement à cuisiner une truite d'une certaine manière pendant 5 heures. Et les gars, ça les passionne. Pour avoir goûté les plats de certains candidats, je comprends que ça les passionne. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire de travailler avec les meilleurs chefs du monde, de faire des réunions chez Paul Bocuse, de faire des dégustations chez Régis Marcon. Voilà, c'est très très épanouissant. Et le fait d'organiser un concours, c'est royal. Donc j'ai brillamment eu mon Master 2, validé mon stage, fait mon mémoire sur mon stage du Bocuse d'Or. Donc ça, c'était quand même j'en ai bien profité. Du coup, le mémoire, c'était... Je sais que pour beaucoup, c'est l'horreur. Moi, je l'ai fait ça en 3 semaines pendant le stage. Ça allait tout seul. Ça s'est décanté. Il faut bien choisir son enseignant-suiveur. J'avais choisi un qui était plutôt cool. Un commercial du Sud, voilà. Certains le reconnaîtront, qui donc n'était pas pénible du tout, qui m'a apporté de l'aide quand j'en avais besoin, qui m'a laissé tranquille quand j'avais besoin d'être tranquille. Et du coup, il m'a simplement suivi comme je lui avais demandé de me suivre, sans m'embêter sur les détails, les retards, sans mettre la pression ni rien. Il a été très content. J'ai dû avoir un 16 ou un truc comme ça pour 3 semaines de travail. J'ai trouvé ça très bien payé. Une fois mon stage terminé et mon master en poche, vient bien sûr la période recherche de boulot. Donc là, on commence à... Moi, ça allait assez vite au début. J'ai très vite trouvé G11 qui m'a rappelé ce coup-ci, encore une fois. En fait, finalement, ça va tout suivre à G11 pour les années d'après. Succession de CDD dans différents services, donc la foire de Lyon, et j'ai terminé par 7 mois sur un aspect bien différent de l'événementiel, mais qui était ultra passionnant. J'ai donc travaillé sur le CIRA en tant que tel, donc vraiment sur le salon, mais le développement du CIRA à l'international. Donc là, c'était ultra cohérent avec toute ma formation et tous mes stages d'avant, donc c'était vraiment l'apogée, on va dire. Et donc, j'ai été chargé en fait, on m'appelle, grosso modo, on m'appelle pour me dire... vraiment en urgence, on a besoin de toi aujourd'hui parce que la personne qui est en charge de ça a fait un burn-out. Trop de travail. Elle dit merci, c'est encourageant. Donc j'y suis allé quand même, sinon c'est pas drôle. On m'a donné un stagiaire, donc ça c'était sympa. Pour avoir été stagiaire, et quand on récupère un stagiaire, on peut se venger un petit peu. Voilà. Profitez-en quand vous aurez des stagiaires. Et donc, grosso modo, ce que je devais faire, c'est développer le CIRA, qui est donc le salon leader mondial qui a lieu à Lyon tous les 2 ans et qui cherche à se développer à l'international. Et pour l'instant, il n'y avait que le salon Genève, qui a lieu aussi tous les 2 ans, donc les années où il n'y a pas le salon à Lyon, sauf que le salon Genève est vraiment tout petit, c'est vraiment une miniature, et qui est uniquement destiné au marché suisse, donc qui est quand même assez restreint. Et bon, on m'a demandé de le développer à Istanbul et à Moscou, voilà, qui est donc les 2 marchés, alors je pense que les plus difficiles à pénétrer en Europe. Enfin, c'est des contraintes culturelles et de droit absolument, surtout au niveau de la nourriture, parce que j'étais chargé d'amener des exposants là-bas, et importer de la nourriture, que ce soit en Turquie ou en Russie, c'est l'enfer. C'est-à-dire c'est des prix... ça triple le prix du produit. Et si vous voulez prendre du caviar auquel ils ne sont pas du tout habitués, notamment à Istanbul, c'est pas possible. Voilà. Donc, on était chargé de faire donc, des études de marché. On a travaillé avec UbiFrance, qui nous a beaucoup aidés, et pour organiser, donc ouvrir un salon dans les 2 pays, et ouvrir un salon donc, qui a lieu maintenant tous les ans. Une fois ma mission brillamment achevée, G11 étant une grande entreprise qui ne recrute pas, il recrute des CDD, mais pour y travailler plus longtemps, il faut avoir un gros coup de chance que je n'ai pas eu. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance dans mes CDD, mais pour être vraiment embauché, c'est plus compliqué. J'avais travaillé en tout 2 ans là-bas, donc j'avais un peu fait le tour sur différents métiers en plus. Et là, encore une fois, par le réseau, j'ai rencontré un jeune homme, plus jeune que moi, un tout jeune garçon qui était passionné de jeux vidéo, très bien, et qui cherchait à créer son entreprise dans les jeux vidéo.
Donc nous nous sommes rencontrés par le biais de connaissances communes, et lui cherchait quelqu'un qui venait de l'événementiel, qui était jeune comme lui, et pour organiser des compétitions de jeux vidéo. Donc là, je me suis dit, très bien, bon, moi, malgré mon jeune âge, je ne suis pas un fan de jeux vidéo plus que ça, mais j'ai appris. Voilà, je reste jeune, donc je sais ce que c'est que le jeu vidéo. Donc j'ai appris, et ça fait 1 an et demi qu'on a peaufiné le projet. On est parti sur quelque chose de très large, on est arrivé maintenant à quelque chose de très très précis. On a recruté des gens avec nous, on a recruté des investisseurs pour appuyer, pour éviter qu'on soit juste 2 jeunes idiots sans expérience plus que ça. Donc il y a des gens qui ont investi, des directeurs d'école, des directeurs de studios, de création de jeux vidéo, etc. Mon ancien maître de stage à GL Events nous a rejoint également. Voilà, ça fait partie du réseau, on l'a recruté, c'est un geek. Et du coup, aujourd'hui, on a créé une société qui s'appelle OVG et qui organise donc des compétitions de jeux vidéo dont la première édition aura lieu à Lyon en avril prochain. Je fais aussi mon petit recrutement. Que dire ? On a loué Eurexpo sur quasiment 15 000 mètres carrés. Ce qui coûte très cher, hein, sachez-le, c'est l'enfer. Hein. Voilà. Le fait d'avoir travaillé à G-Levels permet d'avoir des petits prix à Eurexpo, mais ça reste des sommes colossales. Voilà, Eurexpo, c'est l'enfer. Et on fait tout nous-mêmes. C'est-à-dire on a dû penser à tout. C'est-à-dire qu'on a 600 joueurs qui jouent en même temps. 600 joueurs qui jouent en même temps, c'est-à-dire qu'il faut tout organiser. Gérer les joueurs, les recruter, quand est-ce qu'ils arrivent, où est-ce qu'ils se placent, qu'est-ce qu'ils amènent comme matériel. Nous, il faut qu'on s'occupe du réseau, parce que 600 joueurs qui jouent en même temps sur des jeux en ligne, il faut un réseau colossal. Donc, moi, ce qui m'a passionné dans cette aventure-là, c'est que du coup, vu qu'on est une start-up, on fait à peu près tout. Et vu que moi, je venais de l'événementiel où j'ai fait différents métiers, où j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de commercial, beaucoup d'organiser donc des concours de cuisine également. Là, je faisais un concours de jeux vidéo. Donc, j'ai pu mettre en valeur tout ce que j'avais appris. Et du coup, on est presque prêt maintenant, vu que c'est dans 1 mois et demi, c'est mieux. Et on a recruté donc tous les gens nécessaires. Voilà, fallait recruter tous les gens nécessaires au bon poste pour que ce soit tout bien nickel pour le 24 avril. Fallait trouver des idées pour se diversifier. On est une start-up, on n'a pas de sous. On n'a rien organisé encore, donc quand on cherche des investisseurs, ils ne croient pas forcément en nous. Ils voient notre projet, ils voient l'intérêt, ils voient le business model, ils sont contents. Mais ils disent, tant que vous n'avez rien fait, vous n'êtes rien. C'est très enrichissant. On leur dit, si vous ne nous aidez pas, on ne pourra jamais rien faire. C'est le chat qui se mord la queue, c'est l'étudiant qui cherche un stage et on lui dit, vous n'avez pas assez d'expérience. Bah oui, mais si vous ne me donnez pas de stage, je n'aurai pas d'expérience. C'est exactement la même chose. Je pense que certains l'ont déjà entendu, ce genre de choses. Et du coup, on a trouvé une autre solution. On organise des concerts en même temps. On s'est dit, on loue Eurexpo, on paye une blinde pour ça. On organise des concerts en même temps. Donc, on a Skip the Youth qui vient faire un concert chez nous. Voilà. Donc, on s'est débrouillé pour avoir ce genre de choses qu'on paye assez cher, mais qui nous rentabilise complètement l'événement et qui nous permet de payer nos prestataires et nous payer Eurexpo grâce aux préventes du concert de Skip the Youth. Voilà. Donc on cherche, ce qu'on fait en ce moment, c'est système D pour trouver des sous, payer les gens le plus tard possible. Voilà. Donc on négocie même plus les tarifs avec les gens, c'est-à-dire que c'est un autre aspect du commercial. On ne négocie pas le prix avec les gens, on négocie uniquement les délais de paiement. Ça fait partie de la négociation, même. Tout à fait, ça fait partie de la négociation. Et c'est notre gros point du moment, c'est on paye les gens le plus tard possible, quand c'est nécessaire. On négocie avec les banques pour avoir un minimum de prêts aussi. Et sauf que l'événement, ça tourne en tour. Je ne sais pas si vous avez une idée d'à quel point ça peut coûter ce genre d'événement, mais ça se chiffre en demi-million à peu près. Voilà. Donc, aller voir une banque et dire on a besoin de ça juste pour un événement, ça les fait tiquer un peu. Donc, voilà. Et pourtant, on y arrive. On y arrive en négociant bien, en ayant des gens qui nous suivent, avec notre réseau, des gens qui nous font des prix, et on y arrive. Et notre deuxième événement sera rentable.
Le premier ne l'est pas, mais le deuxième s'ouvre le premier et on est rentable dès 2015. Voilà. Et ben voilà, c'est déjà pas mal. Je vais laisser la parole à notre Maria, qui aura beaucoup de choses à vous dire, je pense. Merci. Merci beaucoup, Michael. Vous nous direz de manière très très sincère en quoi on peut vous aider, parce que le réseau, ça passe aussi par chacun d'entre nous. Donc voilà. Donc communiquons aussi sur l'événement, sur nos réseaux sociaux, sur vos réseaux sociaux, puisque vous êtes très très actifs. Donc vraiment, profitez aussi de cette opportunité pour communiquer sur ce très bel événement. Nous, on a des enfants, donc voilà, ça passe par tout ça. Merci en tout cas. Maria Kelediska, vous êtes Demand Manager Europe pour Solvay, qui est donc ce grand groupe de chimie partenaire fidèle de l'IAE Lyon. Vous êtes diplômé à la fois d'un master management international et d'un master diagnostic d'entreprise que vous avez obtenu en 2011 et en 2012 pour l'EMI. Voilà, on vous laisse la parole. Exactement. Donc, merci, Michael. Pour la petite anecdote, vous pouvez déjà le constater de mes 2 phrases en français, que je ne suis pas française. Je suis bulgare et Michael, je le retrouve après 3 ans de out of touch. Et c'était le premier français que j'ai vu dans un cours de statistique. Ouais. Première année en licence. Je confirme tout ce qu'il a dit. Donc, je ferme cette parenthèse. Et oui, je suis un produit 100% de l'IAE de Lyon. J'ai commencé avec Michael en licence économie et gestion, que j'étais persuadée que j'aime les chiffres. C'est toujours le cas. Et je voulais faire une carrière en finance, et c'était depuis ma première année. J'ai postulé en finance d'entreprise, j'ai eu mon master, et après la première année de finance où j'ai fait que des fichiers Excel et devant un ordinateur, je me suis dit non, c'est pas pour moi finalement. C'est mon amour pour les chiffres, même si c'est un grand amour, il faut que je me sépare de ça parce que je ne suis pas faite pour. Donc j'ai changé complètement d'orientation professionnelle et j'ai postulé pour une année à l'étranger en Australie dans le cadre d'un master management international que j'ai fait en Australie. En revenant, toutefois, j'étais... le directeur de l'IAE de Lyon, il a dit « Ok, vous pouvez y aller, mais à condition que vous terminez quand même votre master. » Donc je dis « Ok, il s'agit juste de 6 mois. » Donc 6 mois encore des chiffres et des analyses. Et j'ai pu négocier avec les responsables de mon master diagnostic d'entreprise que je fasse pas mon stage de fin d'études en finance pure, mais... chez Solvay, sur une mission fusion-acquisition que j'ai masquée. Et je l'ai fait purement au commerce extérieur, donc dans un service de service client, vente à l'étranger, en export. Et j'ai masqué un petit peu mon master en faisant de la finance, mais surtout du commerce extérieur. Donc j'étais persuadée que je ne suis pas faite pour la finance. Je ne suis pas faite pour la finance et je voudrais poursuivre une carrière ouverte à l'international et dans le commerce. Comment j'ai atterri sur ce poste Demand Manager Europe? Déjà, je vais juste vous expliquer en quoi ça consiste. La chimie, elle est beaucoup moins fun que les affaires de Michael, certainement, et de tous mes collègues qui viennent de présenter, mais on peut s'amuser quand même. Je suis rattachée directement au directeur commercial monde d'une des GBE de Solvay, parce qu'il faut savoir que Solvay est c'est un groupe international, c'est énorme. On est présent sur 56 pays. Ils ont fait je sais même pas une fusion, ils ont acquis Rhodia. Donc on est un géant, on fait partie du CAC 40. Et je travaille pour une GBE, on est structurant différents GBE, différentes activités, qui s'appelle Polyamide intermédiaire.
En résumé, on produit des matières premières, des polymères qui servent à la fabrication des pièces plastiques ou du fil industriel. Donc, c'est connu sous le nom de nylon. Il a ce produit dans tous les vêtements que vous portez, je suppose. Mon rôle, il est un petit peu hybride. Je m'occupe de tout ce qui est... J'ai double casquette. Encore une fois, je ne fais pas partie d'une structure supply chain de cette unité. Je suis rattachée au directeur commercial et mon rôle constitue à faire parler différentes familles professionnelles, si je peux l'expliquer comme ça. J'ai double casquette, une qui est très, très opérationnelle. Je suis responsable de la demande de tous les produits qui sortent de l'Europe. Et c'est 500 000 tonnes par an. Et on a 3 usines en Europe, en Espagne, Allemagne et France. Et on inonde avec du produit tous les marchés, surtout l'Asie, Europe, États-Unis, pas beaucoup parce qu'on n'est pas assez compétitif, et Amérique latine. Mon rôle opérationnel constitue dans le fait qu'il faut que je centralise toute la prévision de vente. Il faut que je donne des instructions au niveau production pour que ça matche avec les prévisions des commerciaux. Un rôle très, je dirais, c'est un petit peu challenging parce qu'il faut coordonner des commerciaux qui sont dispersés dans différentes zones géographiques, d'où l'importance de l'ouverture internationale, comprendre toutes les cultures et l'importance de tout ce qu'on a acquis pendant ce parcours à l'université. Et mon deuxième rôle, où je retrouve mon amour pour les chiffres, c'est business analysis. Je suis responsable de donner une image fidèle jusqu'à leur EBITDA par rapport à nos ventes sur un horizon de 6 mois. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? C'est un petit peu mon rôle. Puisque c'est la dernière, donc je vais faire court. Ce que j'ai remarqué parmi tous les témoignages de mes collègues, je me suis dit, ok, j'ai un parcours un petit peu atypique, mais pas tant que ça, parce que j'ai vu qu'est-ce que vous avez fait, et c'était loin d'être évident depuis le début ce que vous voulez faire. Donc je retrouve exactement les mêmes éléments quand je fais mon propre analyse de mon propre parcours. C'est déjà être fidèle de ce qu'on veut faire, c'est jamais rester coincé avec une idée que la finance c'est la mode et c'est non, partir vraiment de notre désir de ce qu'on veut faire, parce que je ne sais pas pour votre recherche de travail, mais je suppose que c'est assez conséquent, donc vaut mieux bien aimer ce qu'on fait, sinon ça devient très désagréable. Et après, faire un bilan personnel, tout ce qu'on apprend via Sophie, Anne-Sophie et même les professeurs nous disent, il faut partir vraiment d'un bilan de soi, être honnête avec soi-même, saisir les opportunités quand ils se présentent. J'aimerais dire non, ça ne rentre pas dans le parcours que j'ai imaginé. Toujours être l'écho de ce qui se passe autour. Encore le réseau, parce que les opportunités viennent quand vous êtes ouverte, quand vous discutez, quand vous provoquez un petit peu c'est même pas de la chance, c'est vraiment, il faut être exposé pour avoir, si on parle de la statistique, la matière préférée de Michael, il faut augmenter l'échantillon et notre exposition, et ça vient du réseau, effectivement. Mon stage et mon poste, je l'ai obtenu grâce à mon réseau. Et pour être honnête, c'était très, très difficile parce que j'ai eu l'affaire un service RH qui disait, oui, ce poste, ils m'ont dit clairement que j'ai pas le diplôme, mais le brand EM Lyon ou HEC Paris. Je dis, OK. Mais est-ce que vous savez que j'ai fait un échange avec l'université de Melbourne qui est je ne sais pas, je ne me rappelle plus, mais c'était 15 positions plus élevées que HEC. Et donc, oui, mais ce n'est pas grave. Et après, 2 semaines après, ils m'ont rappelé. Donc, c'est à vous un petit peu de valoriser votre profil, de créer le besoin dans l'entreprise, d'expliquer bien que ce n'est pas parce que vous venez
vous êtes pas ce fameux label des écoles de commerce qui s'efface petit à petit. C'est d'expliquer votre parcours, de valoriser toutes vos expériences et vraiment d'éduquer je dirais la famille RH que nos profils sont vraiment très très prisés sur le marché. Une autre chose, on est très technique à l'IAE de Lyon. Quand on sort d'une école de commerce, parce que j'ai des collègues qui ont mon âge, leurs profils sont aussi bien, mais on a en plus, non seulement on a des profils comme les siens, parce qu'on est exposé depuis la licence à des échanges, des stages, des langues, etc., mais on a l'avantage d'être technique, parce que toutes les matières qu'on a eues, même en licence et en master, je n'ai pas l'impression qu'ils vont à la profondeur des choses. Appuyez-vous vraiment sur vos compétences en finance, parce qu'il n'y a pas un seul poste qui est assez défini. C'est à vous de le faire, de créer le besoin et de montrer que vous avez des compétences en finance, en marketing, en commerce, même RH. C'est la richesse, je pense, de nos profils et de tout ce qu'on obtient comme parcours de l'IAE. Donc, n'hésitez pas de le mettre en avant. Être sûr de ce que vous voulez faire, de ce que vous dégagez comme confiance, mais sans être arrogant, parce que ça ne marche pas. Voilà. Je pense qu'on pourra. Waouh, quel parcours! Quel parcours tous! Vraiment, moi je suis toujours très très impressionnée par vos cursus et vos parcours professionnels, alors que vous avez, pour les plus anciens d'entre vous, 5 ans d'expérience. Excuse-moi, je te regarde, mais... C'est vraiment impressionnant. Et comme le dit Maria fort justement, vous êtes sur une formation très riche qui vous apporte les fondamentaux de la gestion, du management, de la finance, mais le tout dans un environnement international. Et c'est encore plus que pour l'ensemble de nos diplômes ici à l'IAE, c'est à vous vraiment de construire votre projet en fonction de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous vous sentez capable de faire et surtout de ce qui vous donnera du plaisir dans l'entreprise. Accordez-vous cette notion de réflexion sur la projection d'un poste idéal. On est là pour vous aider, au service emploi carrière alternance. On intervient en L3, en préparation au projet professionnel, mais le service est à votre disposition. Vous ne le savez pas tous. On a construit des guides méthodologiques pour vous aider à réfléchir justement à cette notion de poste idéal. On vous propose des tests de personnalité, on vous donne des conseils. On a travaillé dans le privé, dans le recrutement, dans l'outplacement. Voilà, et on vous fait surtout partager notre réseau. Donc sollicitez-nous, on est là pour ça. Voilà. Alors, nous allons laisser la place aux questions. Alors, est-ce qu'il y a une première question dans la salle? Alors, je vais lancer la première. Vous irez après. J'en ai plein, moi. J'en ai plein. Justement, sur cette notion de projet idéal, d'appétence, d'envie, quel conseil vous pourriez donner à nos jeunes pour essayer d'identifier ce pourquoi ils seraient plutôt faits? Est-ce qu'il y a une recette? Il n'y a pas de recette. Je pense essentiellement quand on cherche un premier emploi, il faut juste se dire qu'est-ce qu'on aime vraiment, qu'est-ce qui est important pour nous, quel est vraiment notre critère de décision. Moi, par exemple, c'était l'éthique. Il fallait une entreprise où je sache que quand j'y vais le matin, je me lève pour faire quelque chose de bien, que je vais aider des gens, ou que je vais pas heurter quiconque, j'en sais rien. Mais voilà, le but c'était éthique. Après, c'est quelque chose de tout
Tout simple, je pense ça se rapproche des valeurs. Ça aide à déterminer ce qu'on veut faire déjà. Et puis ensuite, c'est quel côté nous attire, qu'est-ce qu'on a envie de faire progresser dans notre personnalité professionnelle. Moi, c'était le côté technique. J'avais pas fait de diplôme d'ingénieur, j'y connaissais rien. Et donc du coup, j'ai augmenté en compétences grâce à mon nouveau poste. Et c'est ce que cherchent les entreprises aussi. C'est vraiment de faire progresser. Voilà, c'est un conseil que je peux donner. Très bien, merci Romain. Moi, je le vois souvent parce que je recrute des lycéens en fait qui sortent de terminale. Donc, on voit vraiment des profils qui se dessinent. Et oubliez pas tout ce qu'il y a à côté aussi, justement. On a la chance d'avoir... on a la fac de langue, on a la fac des lettres, du droit. Du coup, il y a l'IAE, certes, mais il y a tout ce bouillonnement, cette vie universitaire. Donc, laissez pas ça de côté et vos activités extrascolaires. Voilà, c'est ça qui va vous déterminer aussi, si vous faites partie du BDE ou pas. C'est tout bête, mais ça montre quel personnage vous êtes. Voilà, donc oubliez pas tout ça, vos pratiques artistiques ou pas, sportives, etc. Ça détermine beaucoup de choses et ça vous aidera aussi par la suite. Oui, et n'hésitez pas de le partager lors d'un recrutement ou d'un stage, parce que les gens qui vous recrutent, c'est des êtres vivants. Il y a personne qui le dit, mais au-delà, on sort tous avec les mêmes diplômes, donc au-delà des compétences purement techniques, ce qui fait la différence, c'est vraiment, est-ce que la personne qui vous recrute se projette de passer 8 heures minimum par jour avec vous? C'est bête, mais c'est comme ça. Donc n'hésitez pas d'être très très honnête, et ça se sent quand vous êtes sûr de ce que vous faites et de ce que vous dites à vos recruteurs, ça se sent. N'hésitez pas d'exprimer que vous êtes ambitieuse ou que vous êtes passionnée par ça et ça. Oui. Moi, je pense en effet qu'il y a deux choses. On a tous des accointances particulières par rapport à des matières ou d'autres. Celles-ci, il faut les écouter. Quand on a la possibilité de le valider par un stage, c'est l'idéal pour valider justement son attraction pour telle ou telle thématique. On n'a pas toujours ce que l'on veut en face. Et ce qui est important, c'est d'être curieux. Il ne faut pas se braquer, dire j'aime pas. Bon. Sauf cas extrême, il y a des choses qu'on ne fera jamais, on le sait. Mais je pense que c'est important d'être curieux dans son approche des métiers et c'est important d'être curieux aussi dans son approche des gens. Parce que en tant que recruteur, d'ailleurs que les gens soient spécialisés RH ou pas, en tant que gérant d'entreprise, souvent malheureusement c'est qu'il n'y a pas suffisamment de curiosité en face. Qui dit pas curieux dit forcément, malheureusement, pas compétent derrière, parce qu'on ne va pas avoir cet effort de travail. Et ça, c'est important. Même des choses qu'on ne connaît pas, on peut s'y intéresser, on peut y trouver son compte. Et alors, c'est un peu contradictoire ce que je vais dire. C'est vrai qu'on a tendance à dire qu'on met les gens dans les cases, mais en même temps, c'est pas vrai. Parce qu'en France, on ne sait pas faire. Alors oui, on met d'un côté dans les cases, et si ça ne sort pas, on ne sait pas en sortir. Mais d'un autre côté, on est incapable de définir un poste. C'est vrai. Donc quelque part, vous allez rentrer pour du comptable, puis vous allez faire tout sauf du... J'exagère un petit peu, c'est pour caricaturer, mais vous allez faire ça, puis vous allez faire tout un tas d'autres choses qui vont être en dehors de votre compétence. Et d'où l'importance d'être curieux, de montrer qu'on est polyvalent. Parce que finalement, c'est ce qu'on cherche dans la plupart des sociétés, à part dans des très grands groupes où ça va être beaucoup sectorialisé, et encore... Je ne sais pas. Ce poste, il n'existait pas tel qu'il est aujourd'hui. Parce que les Américains font aussi le poste autour de la personne. Donc finalement, il y a tout un champ de possibilités et il faut être capable de l'envisager pour en donner la notion à l'autre. Enfin, c'est un peu conceptuel, mais c'est un peu ça. Et je pense que ça commence très simplement par être curieux. Faut chercher à comprendre ce que fait l'autre, ce que malheureusement on ne fait pas suffisamment souvent. Par excès de fainéantise ou je ne sais quoi, mais ça, il faut s'en détacher. Ça, c'est pas un bon point. Je te rejoins à 100%. Créer le besoin. Des fois, il y a même des équipes, des grands managers, et ils ne savent pas exprimer un besoin. Donc, si vous êtes curieux pendant votre stage et démontrer que l'entreprise a besoin vraiment de quelque chose, vous pouvez vous-même être l'acteur et le générateur d'un poste. Certes, au début, c'est un CDD, mais qui sait après?
Parfaitement, c'est vrai. Et si vous êtes dans une phase amont, c'est-à-dire avant même d'avoir la chance de prouver votre curiosité pendant le stage, cette curiosité, il faut l'avoir vous-même dans le cadre de votre démarche. Donc quand on vous dit renseignez-vous sur votre marché cible, comprenez comment fonctionne l'entreprise qui vous intéresserait, comprenez les valeurs, comprenez le process de recrutement, comprenez les clients, leurs attentes. Ça se fait à travers des entretiens réseau que vous pouvez avoir et ça vous permettra de susciter le besoin, comme le disait Maria, lors de l'entretien. Et le stage, la mission de stage peut être construite autour de ce que vous proposez et non pas autour de ce qu'on a pu imaginer. Parce que finalement, à partir de quand le poste est-il figé? Et il ne l'est jamais, mais en tout cas plus figé, c'est quand l'entreprise investit sur la publication d'une annonce. Puisqu'elle paye, elle va rechercher un mouton à 5 pattes, voire à 6 pattes. Vous aurez une démarche amont et une démarche spontanée qui sera de dire, ben voilà ce que je peux vous apporter et réfléchissons ensemble à ce qu'on peut construire. Si je peux me permettre, même pendant vos stages, n'hésitez pas à prendre les devants, à être curieux et à dépasser votre mission sans trop dépasser, bien sûr. Mais ça, c'est une force aussi. Enfin, des fois, on démarre en étant, on fait de la prospection téléphone, puis on se finit à limite remplacer un collègue. Donc ça aussi, c'est à vous. Vous emprisonnez pas dans quelque chose. Communiquez avec vos responsables, avec vos managers, parce que ça, c'est des fois, même moi, ça m'est arrivé des stages d'être malheureuse en stage. Ça arrive à tout le monde, mais vous laissez pas enfermer là-dedans et allez au-delà et communiquez bien, parce que ça fera votre force aussi. Et après, vous verrez, vous aurez des responsabilités que vous n'aurez pas attendues et vous serez juste ravis de vos expériences, quoi. Si je peux juste rajouter un petit truc, tu parlais des entretiens réseau. Moi, personnellement, je n'en ai pas fait quand je cherchais du boulot et je le déplore. Aujourd'hui, je rencontre des gens tous les jours parce que j'ai besoin de connaître leur métier, parce que j'ai besoin de connaître leur entreprise, parce que pour une future collaboration, ça reste du commercial aussi. Mais les gens sont disponibles et ils adorent parler de leur métier. Vraiment. Donc, c'est vrai. Et donc, du coup, n'hésitez pas, décrochez votre téléphone, appelez quelqu'un que vous avez vu sur LinkedIn qui fait le job de vos rêves, et puis il sera heureux de vous faire partager ça. Vous aurez quelque chose en commun déjà, et puis allez le voir, ou juste par téléphone, mais ça coûte rien, et c'est ultra valorisant. Absolument. Alors, une autre question. Enfin, une de votre part, cette fois. Allez. Je suis en licence 3 sciences de gestion et depuis le début de l'année, donc j'étais décidé à faire le master management international. Et après avoir parlé avec des amis qui sont justement en master 1 management international, ils m'ont tous dit presque tous, que les matières étaient entre guillemets super larges et qu'on ne spécialisait pas vraiment et que ça restait encore un peu comme la licence sciences de gestion. Je viens de GEA, donc je n'ai pas envie de faire 4 ans à faire la même chose. Donc, Ce sera à travers tes stages. On a une force justement d'avoir des matières qui sont larges. Du coup, on voit plein d'aspects. Ce sera jamais perdu. Tu verras du marketing, tu auras du management, tu auras de l'organizational behavior, tu auras plein de choses, tu auras de la théorie d'entreprise. Après, bien sûr, c'est à tes expériences, c'est à toi de spécialiser entre guillemets. Au travers de tes stages, de même tes petits boulots à droite à gauche, sans pour autant que ça ne va pas t'enfermer. Après, tout est possible, mais c'est comme ça que tu arriveras. Donc, voilà. Moi, je dirais que là, à la limite, ça dépend presque de toi et de comment tu te perçois. Le management international, enfin un commerce extérieur, peut-être pas la partie anglaise qui est déjà un petit peu plus précise, mais je sais pas, ouais. Donc, j'ai envie de dire, pour le coup, c'est vraiment un master universitaire. Mais quand moi je dis universitaire, c'est très positif. Si tu as besoin, en effet, d'être dans un système type classiquement DUT, encadré, etc. En effet, dirige-toi vers d'autres choses, peut-être déjà beaucoup plus opérationnelles. Le management international reste très large. Maintenant, si tu es un produit d'université et que tu te moules dedans, parce que tu t'y sens bien, tu sauras le valoriser. Tu ne vas pas ressortir avec des compétences, bien qu'on sache que la connaissance devient compétence une fois qu'on a d'expérience, mais pour le coup, c'est vraiment connaissance au sens propre et théorique, voire idéologique du terme. On apprend en université une façon de penser, une approche
on n'a pas de réponse. Moi, mais ça aurait été de n'importe quelle autre école. Mon directeur, et je précise parce que c'est un morceau d'un grand groupe, et il est piqué à la méthode grand groupe et il n'en sortira jamais. Et pourtant, quand il m'a embauché, je ne veux pas vous faire peur, hein, d'accord. Je ne sais pas s'il faut que je le dise. Moi, j'ai accepté, j'avais peu valorisé, comme je l'expliquais, je suis rentrée au SMIC. Et au départ, il y avait une place pour un mi-temps. Et je voulais négocier un peu plus que le SMIC quand même. Oh, s'il te plaît, mec, j'ai fait mon master, c'est moche, quoi. Et il me dit, mais tu vaux rien. Ouais, bon, ok, la coiffeuse, elle fait quoi? Elle est payée combien? Et pourtant, c'est vrai, on vaut rien. Même quelqu'un, malheureusement, à part les aspects très techniques ingénieurs, on ne vaut jamais rien quand on arrive en entreprise. Et le choc, d'ailleurs, il fait mal aux dents, parce qu'on a tout à revoir. En revanche, en université, on a cette approche, on a cette façon de voir qui fait qu'on s'adapte à tout, à toute situation. On est beaucoup plus force de proposition, on se bloque beaucoup moins. Et pour finir de vous convaincre, il ne faut pas oublier que ceux qui ont le statut de professeur en école de commerce payante, pour être professeur, il faut avoir fait ce fameux doctorat, et que le doctorat, on ne l'a qu'en fac. Donc, soyez persuadés d'être meilleurs. Oui. Non, juste un complément, c'est une remarque que j'entends de tout le monde. Oui, c'est très général, donc vous êtes pas spécialiste dans un domaine bien précis, c'est exactement la valeur ajoutée. Je travaille qu'avec des ingénieurs qui avaient beaucoup du mal à accepter de travailler avec moi parce que je suis ni ingénieur, rien, mais on a la capacité de prendre du recul et exactement de donner la vision globale des opérations, peu importe dans quel domaine on est. Donc, ça leur manque, et de les faire parler l'un avec les autres, la famille industrielle, avec la famille supply chain, avec la famille commerciale, avec la famille finance, etc. Donc, moi, je ne dirais pas qu'on ne vaut rien, au contraire, c'est cette valeur ajoutée. Et en plus, même si on ne sait rien faire concrètement quand on rentre, c'est notre potentiel qui vaut quelque chose. C'est comme les actions dans lesquelles on investit. C'est cette capacité vraiment à envisager les choses dans leur globalité. Et puis même, il n'y a plus de postes spécialistes. Je veux dire, dans n'importe quel... Enfin, à moins vraiment que tu sois dans une multinationale où tu as un poste, et encore, tu seras toujours touche à tout. On ne peut plus être spécialiste. Voilà, il faut être touche à tout, il faut être polyvalent, il faut avoir cette démarche de ne pas se laisser abattre pour démarrer au SMIC. Et alors, c'est pas grave. C'est pas grave. Quand j'ai fait un choix, j'ai opté pour la capacité de mon directeur. Il fallait faire un choix. Ouais, je vous rejoins tous sur ce que vous avez pu dire. Aussi, quand on est en université et qu'on sort, on n'est pas du tout conscient de nos capacités. On ne sait pas ce qu'on a appris au final. Enfin, bien sûr, on n'est pas spécialisé, mais c'est quand, une fois, on rentre dans le monde de l'entreprise que là, on se dit « Tiens, je pense à ça, mais mon collègue, il n'aurait pas pensé à ça. » Moi, j'ai appris ça à l'université, à me débrouiller comme cela. Et du coup, c'est ça la valeur ajoutée. On n'a pas une compétence spécifique, mais très large. Et ça nous permet de penser différemment. Donc ouais, je vous rejoins totalement. Juste pour finir, pour l'anecdote, mon collègue hésitait entre moi et une femme qui avait 10 ans d'expérience. Et quand on a eu l'entretien, il m'a dit que j'étais inexpérimentée. Et voilà, au final, j'ai eu le poste. Donc, faut pas décourager, loin de là. C'est vrai. C'est une vraie force. Le champ qui vous est proposé en termes d'enseignement sur ce master, c'est une vraie force. Parce que de toute façon, dès que vous occupez un poste à responsabilité, et c'est ce que vous disiez, vous êtes amené à recruter votre équipe, vous êtes amené à la manager, vous êtes amené à gérer le budget de votre service, vous êtes amené à développer souvent commercialement, à gérer des projets. Donc quoi qu'il en soit, vous êtes sur le champ disciplinaire très large qui vous est proposé, mais dans un contexte international. Et ce qui paraît pas noble du tout, mais qui est une vraie force, c'est qu'on est des merdes. On est beaucoup plus des merdes, système D. Ah oui, des merdes. Des merdes. Excusez-moi pour le langage. Vous êtes débrouillard. On sait bien mieux faire que quelqu'un à qui on aura donné un outil et sans son outil qui ne saura pas s'en servir. C'est bête, mais c'est réel. On n'est pas des merdes. Non, débrouillard, oui, débrouillard. Des merdes. Une autre question.
Profitez de cette opportunité. J'ai une question à poser à Madame Maria. En fait, je suis étudiante étrangère comme vous. Je voudrais demander comment vous avez réussi à trouver un stage dans un pays étranger parce que j'ai du mal à trouver un stage en France. Vu que j'ai postulé plein de candidatures, soit des gens qui m'ont dit on avait déjà embauché des gens venant de grandes écoles ou écoles de commerce, soit ils m'ont dit c'est réservé au personnel qui maîtrisait le français et l'anglais. Donc, déjà, vous parlez très bien français, je suppose l'anglais aussi. Oui, c'est déjà vieux. J'ai fait tous mes stages en Bulgarie parce que je n'ai pas réussi à avoir un seul stage en licence ici. Comment je me suis débrouillée à avoir des offres pour des stages initialement, après des offres d'emploi, une fois que je me suis dit que mon approche il est complètement faux, parce que je me positionnais sur des marchés où le fait que je suis étrangère et mon profil ne collaient pas. Je suppose que vous êtes d'origine asiatique. Oui, je suis chinoise. On a notre plus grand marché en Chine. Donc, il faut que vous valorisiez ça. Vous avez une double profil. Vous parlez bien français, anglais, chinois, je suppose. Oui. Donc, et un peu d'espagnol. Nous, on recrute. Donc, il faut. Vous avez dit, j'ai envoyé plein de candidatures. Non, il faut envoyer 3, mais bien préparées et bien ciblées. En fait, j'ai postulé, j'ai envoyé plein de candidatures et aussi je fais plein d'appels pour convaincre une proposition d'entretien. Mais des gens qui ont trouvé des excuses, quoi. Oui, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Donc, il faut bien cibler des entreprises qui ont ce besoin pour bien coller à ce besoin. Il y en a un tas. Chez Solvay, notamment dans notre service pour stage. Oui, je vais postuler tout de suite. Et encore une fois, on n'a pas sur ligne, mais je sais qu'on a un besoin chez nous dans le service client export. Et encore une fois, c'est le réseau. Donc, le fait que vous êtes venu aujourd'hui et que vous allez prendre mes coordonnées, etc. C'est exactement ça. Et surtout pensez, lorsque vous êtes dans une démarche réseau, plutôt que de dire « je recherche un stage », si vous voulez susciter le besoin chez un interlocuteur qui sera peut-être moins disposé au départ que Maria, il faut immédiatement que l'on sache ce que vous faites et ce que vous avez envie de faire. Ayez bien ce réflexe. Voilà, je suis étudiante en master management international, mes principaux domaines de compétences sont à ce niveau-là, et voilà mon projet professionnel. Et effectivement, comme le disait Maria, valoriser l'adéquation entre votre profil et le besoin de l'entreprise. Et ça, c'est la démarche amont que vous aurez menée sur quelles sont les entreprises qui travaillent avec la Chine, quelles sont les entreprises qui pourraient avoir besoin d'un profil qui vous correspond et qui ne correspond pas obligatoirement à votre collègue de promo du même programme. Voyez, ayez cette approche, qu'est-ce que je peux apporter concrètement à l'entreprise et quelles sont les entreprises qui peuvent avoir besoin de moi, chez qui je pourrais susciter ce besoin. C'est hyper important. Hyper important. Pour rajouter une petite chose là-dessus, quand j'étais à Gel Events, il y avait quand j'étais lors d'un de mes stages sur la piscine, il y avait une étudiante chinoise qui était en stage sur piscine également et qui était chargée de démarcher les entreprises chinoises pour notre salon. Et elle a tellement bien fait son travail qu'elle est devenue l'agent Asie de tout le groupe piscine pour Gel Events. Donc elle est retournée vivre en Chine parce que c'était son souhait, mais elle travaille de là-bas pour Gel Events pour démarcher toutes les entreprises chinoises du secteur de la piscine pour tous les salons piscine organisés par Gel Events. Donc elle a mis en valeur le fait qu'elle soit chinoise et compétente dans son domaine et que c'était ce qu'elle voulait faire. Elle a été embauchée sans aucune hésitation. Et à la base, ils n'avaient pas d'agent. Justement, elle a su créer le besoin
GL Events n'avait pas d'agent chinois sur ce marché-là. Et c'est elle, parce qu'elle a fait un très bon stage, qu'elle a eu d'excellents résultats, elle s'est bien mise en avant. Et du coup, ils se sont dit, faut qu'on l'embauche, faut qu'on crée un poste spécialement pour elle. Elle a su créer le besoin. Et après, c'est même elle qui a dit, moi, je veux retourner vivre en Chine parce qu'elle avait fait une partie de ses études en France, mais qu'elle préférait retourner chez elle. Et c'est elle qui a pu dicter ses conditions à GL Events en disant, je veux faire ça là-bas, etc. Donc une fois qu'on a créé le besoin et que l'entreprise est au courant du besoin, on a du pouvoir. C'est clair. Et juste un dernier point, j'ai vu récemment un reportage sur le boom du camping de plein air, là, du tourisme de plein air en Chine, et notamment du caravaning. Or, ils importent énormément de caravanes. Donc, c'est une piste creusée. Quelles sont les entreprises qui, en France, fabriquent des caravanes et qui pourraient être intéressées par développer le marché chinois? Il y a une piste. Mais c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est se dire, où est-ce que je peux apporter mon profil, mes compétences et mon envie, vraiment. Justement, sur la recherche de stage en général, on sait à peu près ce qu'on a étudié. Il faudrait peut-être presque être capable de dire ce qu'on est capable de faire au sein de l'entreprise et de dire, voilà, je peux vous aider sur tel et tel point. Alors, c'est très subtil parce que faut pas non plus s'enfermer en disant, non, ça, j'ai pas besoin. Mais sur des choses assez, quelque part, généralistes, mais de dire, je suis capable de faire ça. Comment expliquer? Moi, je vois dans notre société, on est quand même de toute façon dans un marché où les budgets sont à la restriction. Donc, logiquement, ça devrait un peu porter le monde du stagiaire parce qu'on n'a pas les moyens, forcément, de recruter. Ni de recruter aux attentions de ce que veulent les futurs embauchés, ni des fois de recruter tout court, le système des charges sociales, blablabla, blablabla. Donc, logiquement, ça devrait pouvoir porter le stagiaire parce qu'en revanche, la charge de travail, non seulement ne diminue pas, mais augmente par tête. Donc, c'est souvent délicat. Et donc, du coup, il y a du boulot dans les boîtes. Il faut déjà partir de ce principe-là. Et donc, derrière, essayer de dire, je suis capable de faire ça, j'ai envie d'apprendre. Être curieux, il faut essayer de faire un melting pot de tout ça. C'est pas forcément évident, mais voilà, ça rejoint un petit peu. Faut susciter, faut être travailleur. Les anciens diraient soyez travailleur. Je pense qu'on y revient un petit peu. C'est difficile en ce moment. Il faut montrer qu'on est travailleur, même si on n'est par exemple pas particulièrement commercial. Ne pas hésiter à prendre un poste de commercial pour glisser sur autre chose derrière. Ça ouvre les portes, les commerciaux, beaucoup. Je m'excuse, il faut que j'y aille. J'ai une contrainte avec d'autres hommes. Merci infiniment, Maria, de votre présence, de votre temps et de votre témoignage précieux. Aussi, je me permets de revenir sur l'aspect international. On ne se rend pas compte, en fait, à quel point c'est un atout majeur. Moi, quand je suis revenue d'Australie, j'ai passé 4-5 mois tranquille en me disant, mais je vais rentrer, ils vont me dire, ouais, et vous avez fait quoi là, vous avez rien fait pendant que d'autres commençaient déjà à travailler, vous voulez te couler douce. En fait, non, c'est vraiment un plus. Donc là, on rejoint tes IT en management international. Voilà, faut partir et faut valoriser ça et surtout voilà, partez, bougez, voyagez, ouvrez vos chakras comme qui dirait, mais ce sera toujours un atout majeur, vraiment. Bonjour, moi je suis en management international, première année. En fait, en Master 2, j'ai postulé pour partir à l'étranger, au Canada, et je suis déjà parti en Norvège l'année dernière. Et ma grosse interrogation, c'était est-ce que c'est préférable de partir à l'étranger dans un cadre universitaire, enfin j'ai hésité longtemps, ou faire le Master 2 à Lyon et avoir un stage de fin d'études. Je ne sais pas, parmi vos collègues, parce que tu viens de dire que l'expérience, il faut partir, c'est bien aussi. Oui. Et donc du coup, là, je pars en université et c'est une expérience professionnelle que peut-être j'aurais pas. Après, le Canada et la Norvège, c'est très différent. Moi, je sais que j'avais failli repartir, mais dans un pays anglo-saxon. Donc, c'était pas très pertinent, en fait. Après, il faut voir, je pense, avec les relations internationales, ce qu'on te propose au Canada. Non, ce sera jamais... bon, voilà, tu auras un parcours individualisé, mais non, on sera jamais... J'ai des collègues qui ont fait ça en M2 et qui s'en sortent
très très bien. Après, voilà, il faut que ce soit pertinent dans ton choix de destination, je pense, dans ton choix de cours. Mais oui, voilà. Moi, je dirais pas forcément ça. Moi, si je suis parti en République tchèque, c'est par hasard. C'est pas forcément choisir la destination. Non, c'était en licence, c'est un peu différent. Moi, je te dirais que c'est une opportunité. Les opportunités, ça se présente pas tous les jours, faut y aller. C'est beaucoup plus dur d'avoir un contrat de VIE que de partir à l'étranger en universitaire. En plus, en universitaire, tu auras le temps. En tant que professionnel, tu as beaucoup moins de temps. Et là, pour découvrir, pour voyager, pour faire des choses sur ton temps libre, au niveau professionnel, c'est plus compliqué. Universitaire, tu vas découvrir une richesse, tu vas former aussi ta personnalité. Moi, je te conseillerais d'y aller. Et développer ton réseau. Tu peux commencer à développer ton réseau sur place en M2. Du coup, c'est ce que j'ai pensé, mais vu que vous avez tous dit les expériences professionnelles, c'est super important, je me dis peut-être que ça sera ça qui me manquera pour après. Je sais pas. Non, je t'en prie, vas-y. Trouve-toi un stage là-bas après. Oui, c'est ce que j'allais dire. Fais les deux. Voilà. Pourquoi tu choisis? Fais les deux. Pourquoi choisir, ouais. Fais les deux. Justement, c'est ce que je me demande, est-ce que c'est possible? Parce que du coup, c'est une année entière, le Master 2 à l'étranger. C'est toujours possible de chercher un stage après Alors, c'est plutôt une question pour vous. Il y a effectivement des réglementations pays par pays, et c'est vrai que le Canada, de toute façon, a fermé un peu les robinets en matière d'accueil de stagiaires, d'étudiants qui ne seraient pas inscrits dans une université partenaire. Donc au contraire, là, on est dans un cas où le fait de partir en échange va faciliter la recherche du stage au Canada. Donc saisissez-le comme une opportunité. Après... On parle de stage, mais je dirais que toute expérience professionnelle est bonne à prendre à partir du moment où, en France bien sûr, mais aussi à l'étranger, à partir du moment où vous pouvez être confronté à une approche managériale différente, à une culture différente. Toute compétence et toute expérience sont bonnes à prendre. Donc, normalement, vous devriez pouvoir vous organiser pour trouver ne serait-ce qu'un emploi étudiant en parallèle des études que vous allez suivre. Mais ne vous interrogez pas si vous avez l'opportunité de partir au Canada en échange. Du coup, c'est ce que j'ai choisi. C'est pas comme si tu repartais dans le même pays 2 fois. Puis là, même, ce qui est pris n'est plus à prendre. Il faut faire feu de tout bois. N'hésite pas. Non, mais ça, c'est la vie. Hein. Il faut... Parce que après, on rentre dans des délicatesses. Tu décides de ne pas partir au Canada. Est-ce que tu vas bien trouver le stage que tu veux trouver en M2 ? T'en sais rien. Et en effet, il est juste impensable qu'on vous dise ne vous préparez pas à chercher vos stages. Maintenant, moi, j'en suis la preuve, la preuve vivante. Moi, j'ai pas capitalisé. Par contre, une chose qui est vraie, c'est que quitte à faire un stage mal choisi, faites du commercial. Qu'on n'aime pas, parce que ça vous... Non, mais non seulement ça vous ouvrira toutes les portes, et c'est le nerf de la guerre. Donc ça parlera forcément à une entreprise. Quand vous avez fait ça, vous pouvez tout faire derrière. Donc c'est une valorisation au sens idéologique que je n'avais pas fait. Mais il faut quand même... et puis on rebondit toujours. Et avec des expériences de ce genre-là, on arrive toujours avec du plus. Je suis entièrement d'accord. Si tu as l'opportunité de partir au Canada... C'est où au Canada d'ailleurs ? Ottawa. Encore mieux. Go. N'hésite surtout pas. D'autant que je crois que les places sont comptées quand on va au Canada. Non, mais c'est sûr que j'y vais. Quoi, mais c'était. Mais ouais, si tu as l'université là-bas, n'hésite pas. Et je plus sois le fait que si tu sais pas trop quoi faire comme stage ou si tu as du mal à trouver, le commercial t'ouvre énormément de portes et te servira quoi qu'il arrive. Et voilà. Moi, j'ai un contact à vous donner au Canada. Il cherchait pour il y a 2 mois une mission en marketing. C'est le Club Med Canada. Voilà. Donc, une fois que vous serez là-bas, vous reprenez contact avec nous. Je ne vous dis pas que ce sera facile et je ne vous dis pas qu'on va vous apporter un stage. En revanche, on vous donnera encore une fois toutes les techniques pour le chercher et on vous ouvrira les portes de notre réseau. Merci à tous. Alors, bonjour, moi je suis comme mon collègue en Master Management International. Et en fait, j'ai décidé entre mon Master 1 et mon Master 2 de faire une année de césure en entreprise. Et du coup, en fait, j'étais partie pour faire un VIE, en fait, entre le M1 et le M2. Sauf que toutes les offres auxquelles j'ai répondu, les 3 quarts du temps, on me répondait que c'était, c'est pour fin d'études.
Donc, vous n'avez pas suffisamment d'expérience, vous n'avez pas suffisamment voyagé, même si vous avez fait un stage à l'étranger, c'est pas suffisant. Donc, du coup, là, pour l'instant, j'ai rien pour mon année de césure. Donc, voilà. Vous partez où ? En fait, je pars en année de césure en entreprise et pour l'instant, j'ai rien. Fais-le en France, dans une entreprise internationale. C'est super de faire des années de césure. Moi, je sais que j'ai fini mes études du coup un peu plus tôt. J'aurais bien voulu prendre un peu plus de temps, peut-être. Ça aurait été une bonne solution. VIE, c'est chaud. Hein. Moi, j'ai eu un entretien 15 jours après d'être rentrée. J'ai pas eu le poste et après, plus rien. C'est faisable. Après, voilà, te base pas que là-dessus. Il y a énormément d'autres choses. Hein. Donc, faut pas que tu pars en stage, fais un CDD dans une boîte française qui est tournée vers l'international. Te tracasse pas, tu vas trouver. C'est pas. Je rejoins ce que tu dis, Mélanie dit. Et même fais les choses à l'envers. Renseigne-toi bien sur le dispositif du VIE, je le sais parce que nous, on le propose à nos clients dans le cadre de notre accompagnement. Comprends le mécanisme du VIE et le mécanisme entreprise. Je n'embauche pas quelqu'un, je ne paye pas de charge. C'est de la facturation, je récupère ma TVA, blablabla. Essaye de bien capter l'intérêt de l'entreprise par rapport au VIE, que les entreprises ne connaissent pas, quasiment. Même des sociétés qui sont bien internationalisées ou alors qui ont une espèce d'a priori complètement cauchemardesque de la chose. Et propose-toi en tant que VIE. Postule à des postes en CDD, CDI, des postes de commercial export ou je ne sais quoi, ou spontané. Et propose-toi en VIE. Et fais comprendre que le VIE, c'est la même chose que de dire un CDD, un CDI, un VIE, c'est une étiquette, peu importe. Hein, ça n'a rien à voir avec finalement le profil. Et argumente sur l'avantage. Je rentre un peu dans le détail, mais tu rentres dans une société en tant que VIE. Donc, tu as l'avantage, comme je te disais, pour l'entreprise, qu'elle soit donc, sous un format de facturation. Donc, ce n'est pas une embauche. Donc, toutes les contraintes sociales, salariales ne rentrent pas dedans. Elle n'a pas de charge. Et il existe un crédit d'impôt dans lequel l'entreprise peut faire passer les frais de son VIE, ce qui fait que son poste lui revient à zéro. Propose les choses comme ça. Ils ne le savent pas. Et après, il y a un moment donné, à part lui dire, mec, tu veux pas faire de fric, bon, ok, reste là où t'en es. Mais j'exagère un petit peu parce que je prends le côté autre. Mais c'est vrai que les entreprises ne le savent pas. Elles voient quelque chose de très lourd, ce qui n'est pas forcément le cas. Et pire, mieux, elles font de l'argent, elles thésaurisent sur un poste. Donc, c'est peut-être une façon d'aborder les choses. Parce que le VIE, c'est vrai qu'à côté de ça, c'est chaud. À part pour les postes d'ingénieurs, il y a beaucoup de postes d'ingénieurs. Mais en même temps, c'est une super opportunité. Et de la même façon, tu as un club des VIE qui s'est monté sur Rhône-Alpes en partenariat avec la région, où là, tu as des anciens. Et d'ailleurs, le directeur, enfin, pas le directeur, mais celui qui a fondé ce club-là, c'est un ancien directeur de chez Lacoste qui a racheté Fusalp, Monsieur Fauvet, et qui est super sympa. Et qui, du coup, lui, engage les anciens VIE, essaye de valoriser les anciens VIE dans la vie future de l'entreprise. Mais ça peut être aussi un lien pour trouver des postes. Donc, voilà. Okay, c'est vrai qu'on oublie que des fois, en plus, c'est vrai que... j'ai un ami, c'était ça, il avait créé son VIE, en fait. Donc, c'est une solution à laquelle on ne pense pas tout le temps. Il n'y a pas que UbiFrance, en fait. Il n'y a pas que CiviWeb, du moins. C'est vrai. UbiFrance intervient souvent dans le cadre de nos conférences et j'ai oublié son nom. Le directeur vous invite à candidater spontanément auprès des entreprises. C'est une vraie clé d'entrée et comme le disait Leslie, argumenter sur tout ce que vous pouvez apporter, mais cette fois-ci en matière de finances à l'entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez lui faire gagner à travers ce poste au-delà de la mission que vous allez remplir? Moi, je rejoins mes collègues sur de se proposer en tant que VIE, sachant que quand on voit des offres de VIE, il y en a, je dirais, peut-être plus que 50% qui sont déjà pourvus. Ils ont déjà les personnes en poste qui veulent partir. C'est seulement administratif, dans le but d'engranger un peu plus d'argent. Donc, c'est très bouché. Aussi, quand on va sur CiviWeb, on n'a pas forcément beaucoup de postes qui nous conviennent, des pays qui nous conviennent. Proposez-vous, totalement. C'est la meilleure des démarches. Et je vais me la jouer Maria qui est partie. J'ai un client qui cherche un VIE alors sur l'Allemagne. Je ne sais pas si tu parles allemand. Pas du tout. Non. Moi, j'en cherche un en Suisse. Hein. Francophone. Ça peut être intéressant.
Non, mais en fait, ce que vous me dites, c'est que concrètement, dans ma lettre de motivation ou quand j'appelle les entreprises, c'est que je leur propose directement ma candidature en tant que VIE et que je leur propose ce que je peux leur apporter et les conditions. D'accord. Même en spontané, hein. Va sur LinkedIn, tu retrouves tous les responsables export, t'envoies des lettres, je vous propose une VIE dans tel pays, est-ce que ça vous intéresse? Tu te renseignes sur l'entreprise si ça exporte là-bas, et puis ça peut être gagné. En tout cas, c'est possible. Hein. Il y a une amie avec qui j'étais en licence ici qui a fait son master à l'IAE et qui a pris un VIE à Bruxelles. Enfin, elle a réussi à trouver un VIE à Bruxelles, elle a été embauchée là-bas, elle y vit maintenant. Donc c'est possible en tout cas. J'en connais plein aussi. Hein, c'est pas... Après, c'est vrai que le VIE, quand on arrive à l'aboutir, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en principe, on a des postes à responsabilité bien plus importants que ce qu'on peut trouver en France. C'est vrai que c'est des super échelles. Mais pour revenir à votre question initiale, c'est vrai que ce sera plus facile une fois que vous serez diplômé que pendant votre année de césure. C'est vrai. Donc venez nous voir pour qu'on vous aide à trouver un stage pendant l'année de césure. Une autre question. Bonjour, en fait je souhaiterais donc partir en année de césure, mais du coup je pensais, parce que je suis en licence 2 en AES, et je pensais peut-être après ma licence 3, mais j'avais peur que ça m'handicape, parce que j'avais peur de tout simplement pas avoir la motivation de repartir après en master. Est-ce qu'après on a plus envie de continuer? En fait je pensais passer donc une année de césure en tant qu'animateur avec le BAFA. J'ai l'opportunité de participer à des activités au Club Med. Du coup, il y a pas mal de pays qui m'intéressaient. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que toi, ça te plaît, déjà? En tant qu'animateur, oui, ça me plaît. Déjà, c'est un bon point. Enfin, toute bonne expérience te permettra de construire ton avenir professionnel. Et du coup, si tu fais de l'international, tu vas faire de l'encadrement au Club Med. Club Med, il y a plein de choses. Profite des opportunités. Pour moi, oui. Pareil, l'ascenseur social du Club Med fonctionne bien. Ça reste encore des sociétés dans lesquelles on peut avoir des super opportunités. C'est hyper délicat, parce que je pense que c'est une vraie question de se dire est-ce que je retourne à l'école ou pas. Je pense qu'on peut y échapper. C'est un risque que tu dois prendre. Il faut quand même être honnête. Hein. Bon, alors après, maintenant, tu es au tout début. C'est pas comme si tu faisais peut-être une césure entre le M1 et le M2. Le M2, on le fait jamais, quelque part. Je sais pas. Ça dépend de toi, comment tu es à la fac. Mais je pense que c'est une opportunité à prendre. Moi, c'est quelque chose que j'aurais fait. Je vais mettre nageur à côté. Multitâche. Tu l'es toujours. Je vais mettre nageur depuis 10 ans. Et à l'époque, je m'étais posé la question de partir au Club Med. Et quelque part, fondamentalement, tu voyages... Tu peux accéder à des postes. La mobilité, c'est quelque chose, finalement, même notre génération, on y est bien plus encline que les autres générations, mais peut-être pas encore totalement. Donc je pense que celui qui bougera le plus aura encore un train d'avance. Bon, après, non, c'est sûr, ce sera jamais un handicap. On dit, oui, des fois, on a du coup le profil de voyageur. Non, je pense pas. Après, voilà, fonce, ça a l'air d'être une super opportunité, mais... c'est vrai que c'est quand même bien, je pense, de poursuivre après la licence. Donc bon, après tu verras en effet, hein, tu verras ce qui arrivera, etc. Mais oui, faut pas te formaliser. Je pense que ça peut être une très très belle expérience en effet. Vous pensez que c'est pas trop dur du coup de reprendre le rythme scolaire après avoir pris du coup un an mais non. Moi j'ai passé presque un an en vacances. Ça dépend de ta personnalité. Ouais, oui, mais... non, faut pas. Ça fait peur, mais. Non, si tu le veux vraiment, il n'y a pas de souci, quoi. Puis bon, les études, c'est super. Enfin, d'être étudiant, on ne se rend pas compte. Hein, mais c'est vraiment la belle vie. Après, faut pas trop, essaye de ne pas trop décorréler ton année à ton réseau, à tout ce monde universitaire. Ne te décorrèle pas trop de ça. Ou du réseau professionnel que tu peux faire sur place. Garde quand même tes objectifs. Ok. Parce que je pense qu'il y a toujours un petit risque quand même à prendre. On y prend goût. Hein. C'est quelque chose que tu pourras valoriser de toute façon par la suite. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment à hésiter. Si c'est quelque chose qui te plaît et que tu peux valoriser, autant le faire. D'accord, ok. Merci beaucoup pour les réponses. Au pire, vous reviendrez nous voir en formation continue d'ici quelques années. Oui. Au pire. Tout est possible, fondamentalement. C'est une question de volonté après. Vois ça avec ta conscience. Non, on se rend pas compte. Moi, je me rappelle avec Lucie, les ateliers que j'ai faits, il y avait une personne qui avait plus de 40 ans, je crois, et qui avait repris les études, etc., et qui revenait. Et on était,
On avait 26, moi j'avais 24, 47, et en fait on avait tous fait les IAE, on se retrouve là. Enfin, ouais, il y a vraiment un melting pot ici, et donc voilà, tout est possible, quoi. Peut-être la seule difficulté que tu auras, mais que tu n'auras pas au Club Med, c'est l'accointance financière. Quand on rentre dans le monde professionnel, on rentre dans ce système financier qui fait qu'on est payé. Bon, le Club Med, normalement, on n'est pas très bien payé, mais par contre, on a des beaux à de côté, donc tu ne devrais pas y prendre trop goût de ce côté-là. C'est à la limite le seul risque. Moi, je me souviens quand, à la fin de mon master, quand j'avais présenté mon projet de thèse, ma prof, merci, Madame Mercier-Suissa encore, m'avait dit « va le faire pendant qu'il est chaud ». Si tu pars dans le monde professionnel, tu n'y reviendras pas. J'ai pas été financée, je suis partie dans le monde professionnel finalement. C'est sûr que c'est compliqué d'y revenir maintenant. En revanche, là, à ton âge et dans le moment, dans la période dans laquelle tu es, à la limite, c'est presque facile. Fais-le. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les stages ou les césures. Il y a l'alternance. Il y a un master international, perspective européenne, mais ça ne veut pas dire grand-chose, perspective européenne, c'est vraiment mondial, que moi j'ai fait en alternance. Si tu veux garder un pied dans l'entreprise, c'est le meilleur des moyens. Très bien. Je vous propose de conclure, puisque pour certains d'entre vous, vous avez cours. Je voudrais vous remercier chaleureusement. Avant de vous applaudir, avez-vous peut-être un dernier petit mot à faire passer à nos étudiants, un conseil, un mot de conclusion? Si je peux vous dire quelque chose, n'ayez pas peur. Allez-y à fond. Si vous rêvez de quelque chose, prenez-le, ça ne viendra pas à vous. C'est difficile de se motiver en tant qu'étudiant quand on ne connaît pas le monde j'allais dire à la sauce à laquelle on va être mangé, quoi, dans le monde professionnel. Forcément, s'il y a le petit temps de chômage qui fait peur, etc. Mais prenez-le comme une chance. Prenez-le vraiment comme qui vous avez envie de devenir au niveau professionnel et saisissez les opportunités. Voilà. Oui, moi je dirais juste explorer l'IAE. On se rend pas compte de ce qu'on a, vraiment. C'est vraiment une force et voilà, continuez et très bonne continuation à tous. Oui, pensez global. Pensez global, envisagez tout. Faites-le ressentir à l'autre. Et puis bon, là, moi je commence à être un peu loin de l'école, je deviens vieille France. Faut bosser, soyez bosseurs. Parce que aujourd'hui, c'est vraiment ce qui fait la différence. Soyez bosseurs et soyez curieux. Voilà, c'est vraiment le... Soyez curieux, posez-vous des questions à vous déjà sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez faire et posez des questions autour de vous, posez des questions. Si vous êtes en entretien, posez des questions. C'est vraiment, la plupart, il y a plein de gens qui vont en entretien, ils posent 2 questions. Posez pas 2 questions, renseignez-vous sur l'entreprise, posez des questions, montrez que vous êtes intéressé, demandez comment ça se passe. Allez-y, quoi. C'est un recruteur qui voit quelqu'un qui a un excellent diplôme, qui est très sympa, etc., et qui pose pas de questions. Moi, je le prends pas. Hein. Sincèrement, je le prends pas. Il va dehors. Quelqu'un qui arrive, qui a peut-être moins d'expérience, ou voire pas d'expérience, mais qui s'est renseigné, qui est curieux, qui pose des questions pour savoir comment ça se passe, pour avoir une vision des choses, lui, il apportera quelque chose. Donc lui, on le prend. C'est une super ruse commerciale, ça. C'est mettre la belle qualité dans le camp du recruteur. Je fais passer beaucoup d'entretiens. Comment on détermine un candidat qui peut être fiable et puis qui peut marcher pour quelque chose, un poste déterminé, c'est vraiment sa personnalité. Comme on disait avant, les compétences, on a tous les mêmes. La personnalité, créer du lien. Une fois que vous êtes à l'entretien, déjà c'est compliqué pour avoir un entretien. Une fois que vous y êtes, faut que le gars en face de vous, ça devienne votre pote, quoi. Faut qu'il vous veuille, c'est tout. Donc voilà, c'est un petit conseil aussi. Et encore, même si vous cherchez un stage, même quand on recrute un stagiaire, on ne peut pas s'attendre à monts et merveilles d'un point de vue technique de ce stagiaire. Donc, ils savent très bien que quand ils recrutent un stagiaire, ils sont là aussi pour le former. Donc, même si vous avez des lacunes techniques sur le poste, lui, il sait que, bon, il ne faut pas avoir trop de lacunes non plus, mais lui, il sait qu'il va aussi vous former, vous allez aussi apprendre. Donc, ce qui fait la différence, ce n'est pas vraiment vos compétences techniques, c'est vraiment qui vous êtes et comment vous allez comment vous allez bosser en fait. Et si vous êtes curieux et si vous posez des questions, si vous prenez les devants, si vous vous intéressez, le recruteur saura que vous allez bosser pour lui, que vous allez vous déchirer pour lui et il passera outre vos peut-être quelques lacunes si vous en avez. Oui, on revient vraiment vers des valeurs plus vraies dans le monde du travail et vous verrez,
Moi, je l'ai vu même dans les entreprises, le fonctionnement des entreprises, etc., la forme qu'elles prennent. Donc ça, l'oubliez pas, et c'est ce que nous apporte, moi, ce que m'ont apporté mes études, en fait, comparé à d'autres choses. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Et puis je vous rappelle, les tables rondes métiers la semaine prochaine, dont une est consacrée au métier de l'international, mais participez à toutes celles qui vous sont proposées de manière à ouvrir votre champ des possibles. On l'a dit, vous êtes sur une formation qui vous laisse de nombreuses opportunités professionnelles dans un contexte international. Donc donnez-vous un maximum d'informations et de chances de découvrir ces champs possibles. Voilà, le forum des stages et de l'alternance également, le 12 mars, de 12h30 à 17h au Salon des Symboles. Voilà. Merci de votre attention, merci de votre présence et à très bientôt, j'espère.